La résistance. La résistance, son nom le dit, c'est un composant qui va résister au courant tout simplement. Son symbole dans nos formules, c'est le R et son unité, c'est les ohms avec le petit symbole oméga. Donc, le symbole schématique de la résistance, c'est un petit zigzag qui illustre en fait l'opposition que va avoir l'électron ou le courant quand il va passer dans le composant. Mon petit graphique juste ici montre que en temps, donc sur l'axe du temps en bas juste ici, si j'ai une valeur de résistance et que je lui applique une tension, il n'y aura aucune variation. Donc, une tension continue va offrir un courant qui va être continu. On va le voir avec les deux autres composantes plus tard que ça va changer. Mais pour la résistance, ça reste la même. En série, ma résistance, je la calcule, résistance équivalente égale à R1 plus R2 plus R3, ainsi de suite. Et en parallèle, on additionne les inverses. R1x-1 plus R2x-1 et on n'oublie pas égale x-1 à la fin. Dernière petite chose, quand que je teste ma résistance, donc je viens me placer avec mon multimètre ou mon ohmmètre en parallèle, on s'assure d'être bien désalimenté parce qu'à l'intérieur du multimètre, il y a une pile. Cette pile-là offre une tension et va laisser passer un courant dans la résistance. Et c'est le multimètre qui va faire la loi d'Ohm, donc E divisé par I pour me donner la valeur de la résistance. Si la résistance elle est bonne, je devrais lire la valeur qui est indiquée soit selon le code de couleur ou qui est écrit dessus. Si la résistance elle est craquée, je devrais lire OL ou si elle est court-circuitée, je vais lire 0 ohm. Donc on est en mesure de pouvoir facilement tester cette composante-là. Le deuxième composant passif qu'on va voir, c'est l'inductance. L'inductance peut avoir comme synonyme la bobine, shunt, self, il y en a plusieurs autres. C'est un composant qui va créer principalement un champ magnétique et qui va être en mesure d'utiliser ce champ magnétique-là à différents effets, comme un moteur, un transformateur, un solénoïde par exemple. Son symbole, c'est le L dans nos formules. Son unité, c'est le Henry et comme unité, on va voir un petit H à côté de sa valeur. La bobine ou l'inductance, elle, c'est un bobinage de fil qui va s'opposer à la variation du courant. Donc, en ayant un plus long fil, le courant va prendre plus de temps à passer à travers le bobinage, ce qui va faire en sorte que il va s'opposer à la variation du courant. Pas s'opposer au courant comme la résistance, mais vraiment à la variation. En appliquant une résistance en série avec cette bobine-là, on peut avoir justement une différente variation de ce courant-là. La formule, c'est taux est égal à L divisé par R. Donc, la valeur de la bobine en Henry divisé par la valeur de la résistance en ohm. Et en tout temps, la période de charge complète qui est grand T est égale à 5 fois le taux. Donc, cette formule-là ici est représentée dans le graphique en temps, juste ici. Donc, peu importe le temps, mais qui va être séparé en 5 taux. Donc, en 5 parties égales, je vais avoir une augmentation du courant qui va être toujours proportionnelle à cette courbe-là. Donc, soit la courbe de charge ou la courbe de décharge de ma bobine, qu'elle va être en ampères. Donc, lorsque la bobine est chargée, elle va agir ensuite de ça comme un bout de fil. Il n'y aura plus de tension, il va juste avoir du courant et plus aucune tension aux bornes de ma bobine. Donc là, on peut voir ici que quand que je branche ma bobine en premier, j'ai une tension à ces bornes qui va diminuer proportionnellement à la charge du courant.
Et quand que je décharge ma bobine, donc la bobine se décharge, je vais avoir une tension induite qui va se produire à l'inverse de la décharge du courant. Si je place 2 bobines en série ou 3 bobines en série, je vais avoir L équivalent qui est égal à L1 plus L2 plus L3. C'est une opposition au courant, c'est un bout de fil qui a une résistance à l'intérieur, si on peut faire l'analogie. Le symbole ressemble sensiblement au symbole de la résistance. On fait tout simplement les additionner. Donc, si je rallonge un bout de fil, je vais avoir plus d'opposition à variation du courant. Donc, on fait tout simplement les additionner comme la résistance. Et en parallèle, on fait la même chose. Donc, si j'ai plusieurs chemins pour mes électrons ou mon courant, je vais faire tout simplement la somme mais des inverses. Donc, L1x-1 plus L2x-1 plus L3x-1 égale, on n'oublie pas à la fin, toujours notre x-1. Comment est-ce qu'on teste notre bobine maintenant? Donc, ça se teste un petit peu le même principe que la résistance. On va se placer en parallèle et on va vouloir lire une résistance. La résistance du fil à l'intérieur. Pas l'inductance en riz, mais vraiment la résistance du fil. Si ma bobine est en bon état, je devrais lire entre 5 et 200-300 ohms. Ça peut varier du composant. Si elle est en mauvais état, je peux lire 0 ohm qui est court-circuité ou OL si le fil est coupé. Il y a un autre appareil aussi qui existe qui s'appelle le LCR, donc on serait capable de tester directement la valeur de la bobine directement. Le dernier composant passif qu'on va voir, c'est le condensateur. Donc, qui pourrait avoir comme synonyme ou comme autre mot capacité ou même capacitance, mais ça c'est un anglicisme. Son symbole dans nos formules, c'est le C pour condensateur ou capacité. Son unité, c'est le farad ou avec un grand F à la suite de sa valeur. Comme avec la bobine, il y a un temps de charge qui peut se produire avec le condensateur, mais cette fois-ci, c'est avec la tension. Donc, la capacité, elle s'oppose à la variation de la tension. Elle va accumuler des charges, accumuler une tension qui va imiter finalement la tension de la source. Donc, en plaçant une résistance en série avec mon condensateur et en utilisant la formule taux est égal à R fois C, et 5 fois le taux pour le temps de charge complet, on a le même type de graphique que notre bobine. En temps, cette fois-ci, encore, divisé en 5 taux égales, proportionnels, il va avoir une charge de tension qui va se produire sur les plaques du condensateur. Donc, lorsqu'il va être complètement chargé, la tension va être à son maximum, elle va agir comme un circuit ouvert. Donc, il n'y aura plus de courant qui va pouvoir passer dans mon circuit. Même principe ici, c'est sûr que si j'augmente ma tension graduellement, mon courant va diminuer. Donc, on peut voir dans le deuxième graphique en bas ici que quand j'ai une tension à son maximum, j'ai plus de courant du tout. Et la décharge de la tension, ben, elle va recréer aussi un courant qui va être dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'il y ait plus de courant du tout et que les deux plaques du condensateur vont être complètement neutralisées. En série, mon condensateur se calcule différemment des autres composants. Donc là, ça va être C1 x-1 plus C2 x-1 plus C3 x-1 égale x-1. Ça peut s'expliquer avec le fait que quand j'en place plusieurs en série, c'est l'isolant du condensateur que j'augmente. Donc, plus que j'ai d'isolant, moins je vais avoir une grande capacité. Et en parallèle, ben, quand je les mets en parallèle, c'est les plaques que j'additionne. Donc, C1 plus C2 plus C3. En additionnant les plaques, j'ai une capacité plus grande. Donc, on peut se l'imaginer comme ça pour le retenir. Et finalement, pour le test du condensateur, ça va être un petit peu le même principe que les autres composants. On va utiliser encore une fois le ohmmètre parce que c'est ce qu'on a entre les mains le plus fréquemment. En utilisant le ohmmètre sur le condensateur, premièrement, on s'assure que notre condensateur est bien déchargé parce que si on le retire du circuit, il peut conserver une charge puis il pourrait abîmer notre multimètre, notre ohmmètre. Ensuite de ça, on place notre ohmmètre dans les mégohms
parce que vous allez voir, il va se charger assez rapidement. On place nos sondes en parallèle sur le condensateur. En plaçant nos sondes en parallèle, on va pouvoir charger le condensateur avec la batterie à l'intérieur du ohmmètre. Et de cette façon-là, on va voir la résistance qui va augmenter rapidement jusqu'au mégohm, souvent 2-3 mégohms. Et ensuite de ça, ça va être trop grand pour pouvoir le tester. Si le condensateur est défectueux, la valeur, elle, sera stable et on ne pourra pas charger le condensateur. Ou bien on va lire OpenLine OL si une des pattes est déconnectée des plaques.